Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trajectoire au rayon X. Nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Francis Brunel, professeur de radiologie pédiatrique, ancien chef de service à l'hôpital Necker enfants malades et homme politique français. Membre de l'unité de recherche en neurosciences pédiatriques IMAGE au sein de l'Institut hospitalo-universitaire Imagine à Necker, il a été conseiller de 2004 à 2007 des ministres de la Santé Philippe Douste-Blazy et Xavier Bertrand. Il est depuis 2014 maire adjoint de Philippe Laurent à Sceaux. Il est également président du conseil de surveillance de l'hôpital Erasme-Antony et du conseil territorial de santé des Hauts-de-Seine. Bienvenue Francis Brunel. Merci de me recevoir, Grégoire. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On a beaucoup de questions à vous poser sur votre trajectoire exceptionnelle en imagerie. Vous avez été un des pionniers de l'imagerie pédiatrique à l'hôpital Necker. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu la trajectoire qui vous a amené à développer l'imagerie, être un pionnier de l'IRM et également un pionnier de la radiopédiatrie? Alors, pour faire une longue histoire courte, tout ça, c'est une série de hasards. Quand j'étais étudiant en médecine, moi, je voulais être chirurgien et chirurgien de la main, parce que j'avais rencontré Monsieur Lisfranc, qui était donc un des successeurs de la fameuse articulation de Lisfranc, qui était orthopédiste à Cochin, et qui était un grand spécialiste chirurgie de la main. Je trouvais que c'était une chirurgie absolument sublime, d'abord parce que c'était une chirurgie exsangue et c'était une chirurgie anatomique formidable, quand on voyait l'anatomie en vrai. Donc je suis parti en Afrique pour mon service militaire comme chirurgien. Donc je suis parti comme chirurgien militaire et je me suis vite ennuyé, pas parce qu'il y avait on manquait de travail, parce qu'en Afrique j'ai fait à peu près tout, sauf peut-être la chirurgie thoracique, parce que les anesthésistes ne savaient pas endormir à poumons séparés, donc on faisait à peu près tout, de l'enclouage centromédulaire, sauf la neurochirurgie, bien que il eût fallu qu'il y ait des neurochirurgiens vu le nombre de traumatismes crâniens qu'il y avait là-bas. Puis je suis revenu et puis en fait j'ai décidé de pas faire chirurgie parce que on perdait beaucoup de temps entre deux opérations. Et comme je suis un agité, impatient, j'aime bien que les choses se fassent vite et souvent. Je suis rentré, commencé mon internat et très rapidement j'ai fait de la pédiatrie. La première partie de mon internat, j'ai fait de la pédiatrie et puis je me suis inscrit, comme à l'époque toute ma génération, je me suis inscrit à la faculté des sciences parallèlement pour faire une maîtrise de biochimie. On commençait le début du commencement de la génétique. Donc, j'avais des travaux pratiques. J'allais la nuit à la fac des sciences à Jussieu pour fabriquer mon DNA avec des acides aminés radioactifs. Enfin, c'était une période. Et puis j'ai fait de l'AREA pédiatrique. Donc j'ai eu un très très bon patron qui s'appelait Michel Dehan, qui était mon agrégé. J'ai pris des gardes de réanimation néonatale à Antoine Béclair, à Clamart. Et puis comme j'étais un peu fatigué, parce que les gardes de réa, la maîtrise de biochimie, les travaux pratiques la nuit, j'ai fait un semestre de radiologie chez mon maître Pierre Chaumont à Bicêtre pour me reposer. Et évidemment, l'image m'a rattrapé, probablement parce que l'image, j'étais fait pour ça. Et donc, je suis resté en radiologie et j'ai complètement changé mon fusil d'épaule, si j'ose dire. Et donc, j'ai démarré la radiologie pédiatrique. Je suis parti. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de semestres en radiologie adulte, en neuroradiologie, avec Claude Marceau, où il y a plein d'histoires à raconter. Claude Marceau n'était pas une personnalité extrêmement facile. On avait des conflits terribles avec les neurochirurgiens à Beaujon, qui étaient sur le même étage. Et voilà. Et puis je suis parti aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle un visiting fellow. Donc je suis parti à San Francisco chez Margulis pour travailler, pour faire de l'échographie qui commençait avec Roy Philly, démarrer le scanner. L'IRM n'existait pas encore, c'était dans les années
C'était en 78. Et puis je suis revenu à Bicêtre comme chef de clinique. Et puis on a commencé, donc là, mon patron me voyant arriver, et puis comme d'habitude, le hasard fait que pendant l'été, tu as ton chef de clinique qui part en vacances. Donc tu te retrouves tout seul avec ton patron. Et puis Pierre Chaumont était un grand spécialiste du vasculaire pédiatrique. C'était la personne qui faisait le vasculaire pédiatrique. Et puis j'étais là comme interne. Et puis comme j'avais fait de l'AREA, je savais à peu près comment piquer une artère, parce que en réanimation néonatale, quand les infirmières n'arrivaient pas à piquer les radiales pour faire les gaz du sang des gamins de 600-800 grammes, ils appelaient Francis Brunel parce que je piquais les radiales. Donc un jour, Pierre Chaumont, mon patron, me dit Francis, est-ce que vous voulez, c'était l'époque où vous voyez les chefs de clinique et on vous voyait les patrons, est-ce que tu veux piquer l'huméral, parce qu'on faisait les coronarographies des tétralogies de Fallot. Donc mon premier examen vasculaire, c'est une coronarographie par voie humérale gauche chez un gamin porteur d'une tétralogie de Fallot. Donc j'ai piqué mon huméral, je trouvais ça facile, je trouvais que c'était gros comme une autoroute par rapport au radial de mes gamins de 600 grammes. Donc c'est comme ça que j'ai mis la main sur le vasculaire. Et mon chef de clinique, quand il est revenu, il me dit « Bon, Francis, puisque t'aimes piquer, moi je te laisse ça, parce que moi ça me gonfle, donc voilà. » Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc je suis resté chef de clinique chez Pierre Chaumont, à Bicêtre. Et puis à un moment donné, quand on a commencé à avoir des lésions, puis on a commencé à arriver, l'échographie est arrivée. Donc moi j'avais dans ma main gauche une aiguille et ma main droite l'appareil d'échographie. C'est assez tentant de faire les deux, quoi. Donc j'ai commencé à démarrer la radiologie interventionnelle en pédiatrie. On commençait à emboliser les artères, on commençait à faire des biopsies sous échographie. Et c'est comme ça qu'on a démarré la radiologie interventionnelle. Et puis je suis arrivé Et puis il y a un poste d'agrégé qui s'est libéré parce qu'un de mes collègues et amis, Laurent Garel, pour pas le nommer, est parti au Canada. Et donc, il y a un poste d'agrégé qui s'est libéré aux enfants malades. Et donc, le doyen des enfants malades, Jean Ray, et le patron à l'époque, qui était Denis Lallemand, successeur de Jacques Sauverain, avec qui j'avais eu une relation quasiment filiale. J'ai adoré Jacques Sauverain. On échangeait. Avec Jacques Sauverain, quand j'étais de garde des enfants malades comme interne, on parlait littérature. C'est Jacques Sauverain et je suis content d'évoquer Jacques Sauverain m'a fait découvrir Italo Calvino, l'auteur italien. Donc j'ai reçu un coup de fil de Denis Lallemand. Il me dit, voilà, il y a une place, Laurent Garel reste au Canada, est-ce que tu veux venir comme agrégé? J'ai dû réfléchir 2 millièmes de seconde. Et j'ai dit oui, donc je suis devenu agrégé de Denis Lallemand aux enfants malades. Et au cours de cette période, j'ai décidé, et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de partir à Toronto pour 6 mois pour faire de la neuroradiologie pédiatrique. Derek Arwinage, qui a été mon patron, qui a été mon ami, qui a été mon mentor, qui m'a tout expliqué sur un certain nombre de choses. Donc je suis allé chez Derek Arwinage, qui était neurochirurgien à Toronto, neurochirurgien pédiatre. C'était une des grosses boutiques de neurochirurgie pédiatrique. Toujours avec le Sick Toronto, Kids. Oui, oui. Avec le Sick Kids, oui, j'étais là. Et Derek, comment dirais-je, lui aussi, il a viré sa cutie, il est devenu neuroradiologue. Et en 1976, c'est lui qui a écrit le premier livre de neuroradiologie pédiatrique. Donc je suis resté là pendant, je ne sais pas, c'était en 81, c'était avant que je sois nommé agrégé, c'était quand j'étais à Bicêtre. Donc je suis revenu neuro-radio-pédiatre. Donc je suis arrivé aux enfants malades, puis aux enfants malades, je suis devenu le neuro-radio-pédiatre des enfants malades. Je suis parti ensuite à Philadelphie dans les années 90, où j'ai été invité
parce que Bob Zimmerman, qui était le neuroradiologue de Philadelphie, Bob Zimmerman, qui est aussi devenu mon copain, partait en sabbatique, parce que Bob Zimmerman avait comme violon d'ingre, il avait l'archéologie. Il était fanat d'archéologie, et donc il partait en Égypte pour 6 mois, et pour participer à des fouilles archéologiques, c'était son truc. Et Bob Zimmerman appelle Derek Arnold Nash, et il dit à Derek, tu connais pas quelqu'un qui pourrait me remplacer 6 mois? Et c'est Derek Arnold Nash qui a dit, Francis Brunel peut-être. Là pareil, Bob m'appelle, Bob Zimmerman, j'étais aux enfants malades. Là j'ai réfléchi un peu plus, peut-être 5 millisecondes, et je suis parti à Philadelphie pendant 4 mois pour diriger le département d'IRM pédiatrique. Est-ce qu'on avait déjà... Oui, on avait déjà commencé l'IRM anténatal, puisque aux enfants malades, mais c'est une autre histoire, l'histoire des l'IRM anténatal. Oui, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, on va dire, le service de radiopédiatrie de Necker Enfants Malades, on peut dire que vous avez eu une descendance très prolifique de gens formés, et tout autant dans le domaine de la radiopédiatrie générale, de la neuroradiopédiatrie, mais également de la neuroradiologie interventionnelle pédiatrique. Ouais. Donc il y a un nombre d'histoires qu'on a pu échanger Ouais. dans cette que vous avez parlé de filiation. Il y a Francis Brunel a vraiment créé et développé, on peut dire que vous êtes un serial entrepreneur de la radiopédiatrie. Vous avez même été à l'origine du nouveau bâtiment de l'ANEC à l'hôpital Necker. Ouais. Qui est vraiment un bâtiment de référence dans lequel se situent les activités, également les activités médico-techniques et l'imagerie. Ça, c'est une autre histoire, oui. Alors, pour la neuroradiologie, quand je suis arrivé à Necker Enfants Malades, dans les années, j'ai été nommé en 85 à Necker. Je suis arrivé à Necker et puis j'ai vu l'hôpital, puis j'ai vu les différents services, et j'ai découvert qu'il y avait un neurochirurgien pédiatre, monsieur Jean-François Hirsch, qui était qui était monsieur neurochirurgie pédiatrie, et il y avait un neurologue, Jean Icardi, qui était monsieur neurologie pédiatrique. C'était un élève de Thieffry de Saint-Vincent-de-Paul, et Jean Icardi était sur Necker. Et Jean organisait tous les lundis matins, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait des grèves, qu'il n'y ait pas de grève, machin, tous les lundis matins dans le service de Denis Lallemand, avec moi donc, et Madame Gouttière, Françoise Gouttière. Il y avait Jean Icardi et Françoise Gouttière, ils étaient inséparables, c'était comme Dupont et Dupont dans, comment dirais-je, sur Tintin et Milou. Comme le syndrome d'Icardi-Gouttière. Comme le syndrome d'Icardi-Gouttière, et j'avais Jean, donc pendant, 15 ans, tous les lundis matins, avec Jean Icardi, on avait un staff. Et quand l'IRM est arrivé, évidemment, comme la plupart des neurochirurgiens et des neuropédiatres, l'IRM, ils savaient absolument pas les lire. Donc, on accrochait les films et on discutait des cas avec Jean. Et ça a été l'origine du staff de neuroradiologie de Necker Enfants Malades dès les années 85. Staff qui continue aujourd'hui, que Nathalie Bodart, mon successeur à Necker, continue. C'est maintenant, c'est le mardi après-midi de 15h à 18h et la totalité des IRM de Necker passe par les mains de Nathalie. Mais l'origine du staff, c'est Jean. Donc quand tu t'es assis pendant 15 ans, tous les lundis matins, à côté de Jean Icardi, t'apprends 2-3 trucs en neurologie pédiatrique quand même. Vous avez parlé, alors encore une fois, hein, je surtitre ou je sous-titre, je sais pas. Mais, et après on va passer à votre engagement politique, mais vous avez parlé du professeur Nathalie Bodart, et ceux qui écoutent, les plus jeunes d'entre nous, peuvent avoir l'image d'un... quand vous racontez votre histoire, on se dit « Ah, ça c'est le profil un peu patron mandarin », mais il faut savoir que Francis Brunel a cédé la chefferie de service très tôt à Nathalie Bodart et a fait un accompagnement qui est rare, remarquable. On pourrait dire que ça a été son bouclier d'accompagnement pour qu'elle se développe et que le service se développe pendant cette transition pendant presque 10 ans, ce qui est exceptionnel, qu'un patron laisse sa place aux plus jeunes.
pour que le plus jeune puisse s'épanouir et grandir? Bah écoute, c'était, je pense que c'est, d'abord c'est dans ma façon de faire, et dans mon éducation. Je vais pas parler de mes parents, mais mon éducation, c'est effectivement de laisser les gens libres de leur destin, tout en les protégeant. Donc effectivement, tu évoquais le fait que je suis à l'origine de la construction du nouveau bâtiment. C'est quand j'étais président de la CME Necker Enfants Malades, j'ai été président pendant 2 mandats, et on savait qu'il fallait construire un nouveau bâtiment parce que le vieux Necker était un bâtiment pavillonnaire, il fallait qu'on construise un bâtiment moderne. Et donc on a eu cette idée avec Isabelle Lesage, qui était ma directrice, à laquelle je rends hommage parce que j'ai eu on a travaillé en binôme avec la directrice, Isabelle Lesage et moi, comme j'ai jamais travaillé avec aucun directeur ou aucune directrice. Et donc on a construit le nouveau Necker qu'on a ouvert en 2012. Donc on a bien évidemment, Nathalie était mon chef de clinique, MCU, puis mon agrégé, et bien évidemment on a construit, on a dessiné. C'est un cadeau de la vie absolument incroyable parce que j'ai dessiné mon propre service avec mon crayon, avec les architectes, et on l'a dessiné avec Nathalie Baudard parce que je savais qu'elle me succéderait. Et on a ouvert le nouveau bâtiment en 2012. Et moi, un jour, je me suis réuni avec moi-même le soir avec un code rouge. J'ai dit Nathalie va me succéder, on rentre dans un nouveau bâtiment. Je ne veux pas mettre en place des organisations qui ne correspondraient pas à la vision, au mode de fonctionnement de Nathalie. Donc en 2012, j'ai dit à Nathalie, il y a un truc qu'il faut que je te dise, c'est que voilà, tu vas devenir chef de service parce que moi je vais te donner la chefferie de service. Moi j'avais encore 7 ans devant moi. Parce que je suis parti en 2019. Oui, mais... Et alors elle m'a dit mais non, c'est pas possible. Mais non, mais alors moi j'adore Nathalie parce qu'elle dit Francis vous. Oui. Elle m'appelle par mon prénom, elle me dit Francis vous. Alors je trouve ça très bien. Elle n'a jamais arrivé à me tutoyer. Et je lui ai dit écoute, c'est pas compliqué, tu prends la chefferie de service, mais moi chaque fois que tu as un problème, tu m'appelles parce que moi je fais le parapluie. Parce que je connais la boutique et tout ça. Et progressivement j'ai laisser les différentes responsabilités administratives qui sont pas ni très intéressantes ni très sexy, ni de temps en temps c'est vraiment épouvantable quand tu te fais engueuler parce qu'il y a plus de papier toilette dans les chiottes. C'est quand même pas un métier fait pour un chef de service. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai puis je voudrais raconter une histoire sur l'invention, sur le développement de l'IRM anténatal, parce que là aussi c'est un hasard. On avait décidé, quand j'étais président de la CME, j'avais décidé de faire venir une maternité à Necker. Parce que Necker était un hôpital pédiatrique, il n'y avait pas de mater, il n'y avait pas de maternité. Comment tu fais quand tu veux faire de la mère-enfant comment tu fais si tu n'as pas de maternité? Donc j'avais contacté un agrégé de Port-Royal, Yves Dumez, avec qui je me suis entendu. Yves Dumez est un type encore plus incontrôlable que moi. Et Yves Dumez, donc on avait prévu de le faire venir. Et ça a pris un peu de temps. Yves Dumez a continué de travailler à Port-Royal et on travaillait ensemble. Puis un jour, il m'appelle, il dit Francis, j'ai un problème. On a un diagnostic échographique d'anomalie digestive, mais j'ai absolument besoin de savoir si l'enfant a une atrésie de l'œsophage associée ou pas. Parce que comme on le sait, en diagnostic anténatal, quand il y a une malformation, c'est embêtant. Quand il y en a deux, ça veut dire qu'il y en a une troisième. Donc on voulait savoir. À l'époque, on n'avait pas démarré l'IRM anténatal et on ne savait pas faire le diagnostic d'atrésie de l'œsophage. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Toi qui fais du vasculaire, j'ai fait un TOGD fœtal. Donc la nuit, parce que évidemment mon chef de service nous avait interdit de faire l'imagerie fœtale. Donc Yves Dumez arrive avec son épouse qui était sage-femme, la patiente à qui on avait expliqué ce qu'on voulait faire. Yves Dumez pose la personne sur la table de vasculaire, parce qu'on faisait du vasculaire à l'époque. Yves Dumez introduit un fétoscope
dans la cavité amniotique pour repérer l'orifice, la bouche du fœtus. J'ai introduit un petit cathéter à l'intérieur de la bouche. J'ai injecté un peu de produit de contraste hydrosoluble, évidemment pas de baryte, et on a fait 3-4 clichés. Et donc, j'ai fait le premier et le dernier TOGD fœtal au monde. Parce qu'après, on a commencé à démarrer l'IRM fœtal avec Yves Dumez. Donc, si on a démarré l'IRM fœtal en 87, juste après les Anglais, on n'est pas les premiers au monde. C'est Hammersmith qui a fait les Anglais qui ont fait le premier IRM fœtal. C'est grâce à Yves Dumez et après on a démarré l'IRM fœtal et ça a eu le développement que vous connaissez tous et toutes. Oui, et ça se termine pas, ça continue par une embolisation in utero de malformation artério-veineuse de la veine de Galien il y a quelques semaines. Voilà. Vous avez eu un engagement, vous avez d'ailleurs toujours un engagement politique. Vous avez été conseiller au ministère. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi? Est-ce que ça s'est présenté à vous? Est-ce que c'était quelque chose que vous souhaitiez ou ça s'est fait tout seul? Moi, je sais pas, je devais être repéré par les politiques parce que ça s'est fait. J'étais en Bretagne, dans mon jardin, en tongs, en maillot de bain et en t-shirt, et je reçois un coup de fil du cabinet de Philippe Douste-Blazy, et c'était Claude Grisselli qui a été un grand patron, qui a été directeur général de l'INSERM, qui a importé les bulles pour les bébés bulles porteurs de déficit immunitaire à Necker. Enfin, on a créé une amitié vraiment très proche avec Claude. Et Claude Grisselli, qui était un politique, lui m'appelle, il me dit: Francis, est-ce que tu veux rejoindre le cabinet de Philippe Douste-Blazy parce que j'ai carte blanche, je veux construire le cabinet. Je lui dis: mais tu racontes des conneries là, je suis en Bretagne là. Il dit: non, demain on a un rendez-vous au cabinet avec alors il me dit à l'époque, je te dis pas le nom du directeur de cabinet parce que c'est un nom imprononçable. Alors je peux le dire parce que depuis il s'appelle Frédéric Van Rockeghem et qui est devenu un très très bon copain à l'usage, qui a ensuite été directeur général de la CNAM. Et Frédéric était directeur de cabinet de Douste. Et donc, je prends ma voiture, j'arrive, et puis première réunion de cabinet avec Douste-Blazy et Frédéric Van Rockeghem et tout le monde. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas du tout comment ça marche. Donc, les premières semaines, je rentrais à la maison et je disais à ma femme: j'ai l'impression d'être dans un sous-marin lancé à pleine vitesse et dont la notice est écrite en japonais. Je comprenais rien de ce qui se passait. Le jour où j'ai vaincu la photocopieuse du ministre pour pouvoir faire des impressions du dossier ministre, tu fais le dossier ministre pour le conseil des ministres du mercredi. Mais c'est toi qui fais le dossier ministre. C'est le conseiller. Donc, j'ai vaincu la photocopieuse parce que je suis arrivé à faire le dossier ministre recto verso avec agrafage. Et le jour où j'ai fait ça, les secrétaires m'ont regardé. Ça, c'est un conseiller top niveau, quoi. Donc oui, ça s'est venu à vous. Ouais. Et une question que moi je me suis posée, c'est: vous avez continué à être chef de service en parallèle à ce moment-là, ou à garder vos fonctions hospitalières à temps plein ou... Alors, à l'époque, oui, on est en détachement quand on est prof, on est en détachement, donc effectivement, je continuais d'avoir les deux activités, et c'est probablement à cette époque-là c'est pas probablement, c'est sûrement, bien évidemment, j'en ai parlé à Nathalie, qui était mon agrégée, et c'est parce que Nathalie a assuré entre 2004 et 2008 que j'étais absolument confiant quand je lui ai dit: maintenant c'est ton tour, parce qu'elle a effectivement assuré mes absences, voilà, parce que c'était des absences, enfin, je veux pas raconter ma vie de cabinet, mais vie de cabinet, c'est 6h du mat le matin, parce que le ministre veut relire le discours, et puis à l'Assemblée nationale, ça peut être 3h du matin, quoi. Donc c'est un peu fatigant. C'est un peu intense. Oui. Vous avez actuellement, vous êtes maire adjoint, vous avez toujours des engagements politiques et des engagements institutionnels, notamment auprès de la commission de santé. Je
Commission spécialisée d'organisation des soins. Exact, la CSOS. La CSOS. Exactement. Mais vous avez 1000 autres talents, et notamment celui de peintre-sculpteur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites, pourquoi? Et alors, je peux le dire pour les auditeurs, hein, si on vient chez vous, par exemple, c'est pas une petite passion. Il y a des œuvres partout, et quand on discute avec vous, on entend parler, et on discute de peinture, de sculpture. Et vous avez même écrit un livre récemment sur justement un initié de la peinture. Ouais. Racontez-nous un peu. Alors là, c'est pas un hasard. Je pense que c'était une envie. Donc c'est aussi pour ça, probablement, comme j'ai démarré la peinture très 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 jeune. Et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi l'imagerie, que j'ai choisi la radiologie, parce que l'image, pour moi, c'est comment dirais-je, je vis dans les images. J'ai une mémoire des images, des visages. Je me souviens plus des noms des gens, mais je me souviens parfaitement de leur visage. J'avais 14 ans et demi, je crois. J'avais un copain en classe qui s'appelle François Poyer, qui est toujours vivant, toujours un de mes copains, qui lui était dans la peinture, et il était dans le milieu d'un mouvement pictural que personne ne connaît, à part lui et moi, ou très peu de gens, qui s'appelle le mouvement lettristes. Alors j'engage les auditeurs à se pencher sur les mouvements lettristes. Le mouvement lettriste, c'est comment dirais-je, on dirait aujourd'hui un spin-off des surréalistes, et c'est un mouvement littéraire, pictural, qui tourne autour de l'écriture, mais c'est au-delà de l'écriture automatique. Le grand Manitou du mouvement lettriste, c'est Isidore Isou. Personne ne sait qui est Isidore Isou. Je vous engage à aller voir ce qui est Isidore Isou. Mais les poèmes d'Isidore Isou sont totalement incompréhensibles parce qu'ils sont liés plus à une musique que vraiment à une manipulation des mots. Ça veut rien dire, mais c'est de la poésie lettriste. Alors, François Poyer, lui qui était déjà là, il avait 14 ans et moi aussi, et il faisait de la peinture. Et donc, je lui ai dit, mais voilà, comment tu fais? Donc, c'est lui qui m'a, en fait, appris l'utilisation des pigments. J'ai commencé à rentrer dans la technique. Et je me suis mis à peindre, entre 14-15 ans. Et en médecine, il y avait quelques cours que je séchais, et j'avais un cousin qui, lui, faisait les beaux-arts. Et donc, j'accompagnais mon cousin pour les séances de dessin aux Beaux-Arts. Donc, j'allais dessiner aux Beaux-Arts pendant que je faisais médecine. Puis, j'allais dans un endroit qui est absolument mythique pour tous les peintres, qui est la Grande Chaumière à Montparnasse, où on achetait des tickets et on dessinait les modèles, soit des pauses d'un quart d'heure, des pauses de 5 minutes. Et j'ai appris à dessiner pendant que je faisais médecine. Et puis après, j'ai rencontré un certain nombre de peintres qui ont été mes mentors, dont un qui est peu connu, qui s'appelle Raymond Moretti, qui malheureusement est mort, et je le dis, Raymond Moretti me manque, parce que je voyais Raymond pratiquement tous les trimestres. Raymond Moretti, pour ceux qui connaissent cette époque, était en fait l'illustrateur de la première page de la quinzaine littéraire. Pour ceux qui se souviennent des premières pages de la quinzaine littéraire, quand il y avait par exemple Rimbaud, le dessin ou le graphisme de la page de couverture de la quinzaine littéraire, c'était Raymond Moretti qui la faisait. Donc voilà, et Raymond Moretti m'a introduit parce que je faisais de la sculpture, et évidemment comme j'étais pas encore complètement rentré dans cette période, ça m'embêtait de vendre mes sculptures, parce que j'y étais attaché. T'as une sculpture, t'en as qu'une, tu veux pas la vendre. C'est pareil pour la peinture. Au début, moi, je voulais pas vendre mes toiles. Et Raymond me dit un jour, mais Francis, t'es con, t'as qu'à aller voir mon copain Jean Dubos. Alors je lui dis, mais c'est qui ça, Jean Dubos? Jean Dubos, en fait, était le directeur de la Fondation Coubertin.
Si vous avez rien à faire un jour de semaine, allez à la Fondation Coubertin. La Fondation Coubertin, c'est Saint-Rémy-de-Chevreuse. C'est une fondation, c'est les compagnons du Tour de France. Les gens qui travaillent là, les compagnons, je connais personne qui travaille aussi bien que les compagnons du Tour de France. Et Jean Dubos était le responsable de la fonderie. Il y a une serrurerie, enfin, il y a plusieurs ateliers. Et quand vous allez là-bas à la fonderie de la Fondation Coubertin, vous rencontrez Étienne Martin, vous rencontrez Brancusi, vous rencontrez Rodin, et vous avez par exemple les portes de l'enfer qui sont là dehors dans le jardin. Vous avez les Brancusi-Guitrel, Étienne Martin qui sont là. Vous avez l'impression de rentrer dans un musée de la sculpture contemporaine. Et c'est là que j'ai fait fondre mes premières sculptures. Et c'est là en fait que, voilà, grâce à Raymond Moretti et Jean Dubos, j'ai eu l'impression, j'ai été en fait adoubé sculpteur, parce que quand tu vas là-bas, pour la première fois de ta vie, il y a un artisan qui arrive et qui pose la main sur ta sculpture et qui il te parle comme un sculpteur. Donc ce jour-là, je suis devenu sculpteur. Mais c'est une émotion qui est encore présente. Voilà. Ça, c'est génial. Et alors, vous continuez à exposer. Il y a un vernissage prochainement, mais si les gens, si les auditeurs veulent découvrir vos œuvres, on les trouve assez facilement. Également, votre dernier livre. On arrive un peu au terme de cet épisode. Je pense que les auditeurs et surtout les plus jeunes se sont fait un peu une idée de ce qu'a pu être votre parcours, et sans vous assigner ce rôle de l'aîné, voilà, malgré tout, j'aimerais bien que, si vous êtes d'accord, que si vous aviez un conseil à donner à la plus jeune génération, ou même à la génération intermédiaire, avec la hauteur de vue qui est la vôtre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait actuellement pour les radiologues d'aujourd'hui et de demain? C'est gentil, mais d'abord je vais faire la pub, puisque tu as parlé de mon livre. Donc ceux qui voudraient s'intéresser à la peinture du XVe siècle, le livre s'appelle Le Cygne et la figure, Le Cygne et la figure, par Francis Brunel. Et on peut l'acheter que sur Amazon. Mais sur Amazon, il arrive dans votre boîte à lettres en 48 heures. C'est un livre, voilà, sur la peinture au XVe siècle. Et Monsieur Brunel, vous le dédicace, si vous lui envoyez chez lui, vous le renvoie. Mais quel conseil? C'est compliqué parce que, d'abord, je crois premièrement que ma nature fait que n'écoutez jamais les conseils qu'on vous donne. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. N'écoutez jamais les conseils qu'on vous donne. Parce que les conseils qu'on vous donne, ils sont issus de l'histoire de la personne qui donne des conseils. Et peut-être ce qui est d'abord, je pense qu'il faut, le premier conseil, c'est un conseil presque philosophique ou personnel, soyez vous-même. Ne transigez jamais. Ne transigez jamais sur le fait d'être vous-même. Ne faites pas de compromis. Parce que soyez vous-même, parce que vous êtes unique, et allez au bout de vos rêves. Alors parfois c'est difficile, parce que parfois il y a un paquet de connards autour de nous, quand même. Moi, on m'a, je vais pas balancer, mais on m'a interdit la radiologie interventionnelle. On m'a dit, mais Francis, la neuroradiologie, c'est pas pour toi. On m'a interdit de faire de l'IRM anténatale. Les premières IRM anténatales, je les ai faites la nuit. Donc, et puis un autre conseil, chaque fois qu'il y a un truc interdit, je vous conseille d'y aller, parce que c'est forcément un endroit formidable. Comme métaphore, comme de conseil, j'avais un ami d'enfance que je connais depuis toujours, puisqu'on se connaissait depuis la maternelle. On partait en vacances ensemble, en 2 chevaux, à l'époque. On avait 18 ans. Et on faisait du camping, et on a fait le tour de France des églises romanes. À l'époque, donc il y a très longtemps, où il y avait très peu de choses interdites. Et on faisait du camping, évidemment à l'époque du camping sauvage. Et chaque fois qu'on voyait propriété privée interdite, on allait là parce qu'on savait que ça allait être un endroit formidablement joli ou beau ou formidable. Donc si c'est interdit, en règle générale, c'est que il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et parce que je l'ai vraiment réfléchi, conceptualisé,
Si vous voulez créer quelque chose, une innovation, ça passe forcément par une désobéissance. Pas nécessairement une désobéissance, mais pas forcément la transgression d'un interdit. Mais si vous voulez innover, c'est forcément une innovation de rupture. Donc ça veut dire qu'il faut faire un pas de côté. Il faut pas nécessairement rester dans le cadre. Alors ça demande beaucoup d'énergie, et puis un truc, moi je crois, qui m'a sauvé, qui me sauve en politique, qui me sauve dans l'administration, qui me sauve à l'ARS, qui me sauve partout. Comment dirais-je ? Utiliser l'humour. Il n'y a pas de plus grande arme que l'humour. Et c'est la bonne façon de déstabiliser les imbéciles, parce que les imbéciles n'ont pas d'humour. Ce sera un très beau mot de conclusion. Merci Francis Brunel d'avoir participé au podcast Trajectoire au rayon X. Et chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.